Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 21 février 2025. Alors aujourd'hui, on verra toujours les actions qui ont bien bougé, notamment avec leurs résultats. Des résultats assez impressionnants pour certains, on pouvait s'en douter. Et les grosses variations du CAC 40 et quelques actions du portefeuille qu'il est intéressant de regarder. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Avant de voir le CAC, les actions, les chiffres, je voulais juste revenir sur une valeur US là, qui me semble intéressante. C'est United Health. United Health, on en avait parlé dernièrement. C'est le groupe notamment d'assureurs maladie aux États-Unis. Et là, on a une grosse baisse sur un niveau souvent acheté les 438 $. On avait cette petite congestion et ces échecs ici sous la moyenne à 200. On a lâché fortement. On perd 20%. Là, on rebondit, on est déjà à moins 15. Il y a le support des 438. C'est peut-être à jouer pour ceux que ça intéresse, notamment sur le secteur des assurances aux États-Unis. Ça peut être favorable. Je pense que si on tient ce support des 433, pardon, pas 438, 433 $, on a certainement un rebond technique et peut-être un retournement parce que c'est une valeur quand même plutôt intéressante avec des fondamentaux plutôt forts. Donc oui, là, il y a peut-être quelque chose à faire, à vérifier probablement lundi. Mais le chandelier est quand même super intéressant sur des niveaux clés avec des rachats en séance. Ça peut être intéressant. Évidemment, si on casse les 433, il faudra partir. Allez, on regarde le CAC 40. Le CAC aujourd'hui qui fait plus 0,39 et finalement qui n'arrive pas à battre son plus haut historique. On avait fait un petit sondage et finalement non, on reste en dessous, mais on reste en embuscade parce qu'on voit, on est finalement en consolidation depuis un moment au niveau des indicateurs, au niveau de la MACD, et on fait une consolidation plutôt à plat, voire haussière. Donc c'est encore un signal de force, parce que d'habitude, quand on consolide, quand on a des inversions de tendance ici, et qu'on commence à avoir des listes rouges et qu'on baisse, on a le cours aussi qui baisse. Et là, le cours, il baisse pas tellement, il est plutôt stable. Donc on verra les résultats la semaine prochaine qui pourront peut-être encore booster le cours, on verra. Mais entre-temps, on a eu des beaux résultats. On a parlé de quelques valeurs hier. Et donc, aujourd'hui, la dernière, c'était Air Liquide, une des préférées des investisseurs particuliers notamment. Et on fait plus 3,2 avec un petit gap haussier. Là aussi, Air Liquide, on avait donné le signal d'achat ici mi-janvier. Et on est sur un plus haut historique sur Air Liquide après une année 2024 où on n'a pas fait grand-chose. On a bien rebondi sur la fin d'année et on repart. Donc c'était attendu sur Air Liquide, valeur plutôt défensive de fonds de portefeuille à garder. Mais les points d'entrée, les points de sortie sont importants, notamment les points d'entrée qu'on avait donnés là en janvier. Donc confirmation, plutôt quelque chose à garder. Maintenant, si on veut jouer uniquement le court terme, on peut rester juste un mois et puis faire en un mois, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 10%, c'est pas énorme, on le voit. C'est vraiment une action très peu volatile, mais qui reste intéressante quand même sur la durée. On va parler aussi de GTT. GTT pour 2024, un résultat net en hausse de 72% à 347 millions. On a également un chiffre d'affaires qui a augmenté de 50%, à 641 millions. Et le dividende à 7,50 € par action, en hausse de 72%. Compte tenu de l'acompte déjà versé, le solde sera de 3,83 €. Et pour 2025, on prévoit un chiffre d'affaires entre 750 et 800 millions par rapport aux 640 faits cette année, enfin l'année 2024.
Et l'EBITDA 490, 540 millions. Donc on voit hein, les très bons chiffres de GTT, je vais le dire, je vais réussir à le dire, c'est pas facile. Et on l'avait dit hein, sur GTT, super valeur à garder. On avait marqué ici le petit dessin. C'était évidemment une zone à acheter et le titre allait forcément rebondir plus ou moins rapidement. Alors, je m'attendais peut-être pas à une réaction aussi forte et aussi rapide. Mais à moyen terme, c'était évident que GTT allait performer. Donc on voit beaucoup de volume, des résultats qui ont été achetés. On comble le gap baissier qui avait été fait sur le départ hein, d'un des directeurs, d'un des PDG du groupe. On en fait un autre haussier du coup. On casse tout. Donc évidemment, hein, super valeur, on en parle souvent ici. Il faut rester. Est-ce que ça peut être intéressant de rentrer maintenant? Bah plutôt oui, plutôt toujours hein, sur le moyen terme. Alors, il y aura peut-être des prises de bénéfices, mais ça devrait pas être trop important hein. Sur GTT, on continue d'avoir une visibilité, un carnet de commandes sur les cuves de méthanier super favorable. Donc, a priori, on reste haussier sur GTT. Voilà donc pour les deux principaux résultats. Il y en a toujours plein d'autres, mais ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui sont notamment en France. Je voulais voir juste sur les PMI. Les PMI, ça mesure notamment la santé hein, économique d'un secteur, que ce soit sur le manufacturier ou sur les services. Là, on avait les deux hein, à la fois, sur le manufacturier et donc sur le tertiaire, en Europe et aux États-Unis. Et ils sont revenus pas terribles. On est tous sous les 50, hein, France, Allemagne, Europe. On est à 45, 46, 47, en France, en Allemagne et en Europe, sur les manufacturiers. On attendait un petit peu mieux, mais c'est relativement moyen. Et les services, pas terrible non plus en France, on est à 44,5 alors qu'on attendait 49, donc on est en contraction sur les services en France. On n'y est toujours pas. Alors des fois, la corrélation avec la macro et la bourse est pas toujours exacte, mais ça donne quand même une indication hein, sur le secteur. Et la France a toujours un peu de mal, alors qu'en Allemagne, on est à 52,2. Plus ou moins pareil, on était à 52,5 la dernière fois. Et en Europe, on est à 50,7. Donc on voit que sur les services, notamment, où on performe un peu plus, on a un peu de mal. Et puis les États-Unis, surtout, 51,6 sur le manufacturier. Donc là, plutôt bien. Et 49,7 sur les services. Donc on passe en contraction sur les services aux États-Unis. Et c'est ce qu'on disait ces derniers jours. Il y a pas mal de chiffres qui arrivent sur les États-Unis où on voit un ralentissement quand même de l'économie. Qui avait été qu'on anticipait avant, c'est pour ça notamment qu'on a la baisse des taux, mais là qui commence à se matérialiser de plus en plus. Donc c'est bien, ça va aider la baisse de l'inflation, mais pour le reste c'est pas terrible. Et on a toujours aussi le gouvernement Trump hein, qui est en train de couper un peu les postes un peu budgétaires où on dépense trop. Et ça va pas aider non plus la relance hein, des États-Unis. Donc on voit peut-être le début d'un ralentissement américain. On va regarder les grosses variations sur le CAC. Donc évidemment, Air Liquide en numéro 1. Toujours largement favorable. Téléperformance. Alors la semaine prochaine, hein, les résultats sur Téléperformance. Est-ce qu'ils seront achetés? Est-ce qu'ils seront vendus? Là aussi, on a une valorisation quand même assez faible par rapport à ce qu'on a connu. Hein. On s'est fait atomiser sur Téléperformance, mais depuis mars 2024, on ne descend pas plus bas. Ça a été racheté en décembre 2024. On revient au-dessus des moyennes. Là, on est en train de tenir. Alors forcément, les résultats vont aussi donner le là et soit va plomber à Téléperformance pour 3 mois, soit va les relancer à la hausse. Pourquoi on peut espérer? Peut-être parce que justement cette valorisation est faible hein, par rapport à ce qu'elle produit, par rapport au chiffre d'affaires qu'elle engendre. C'est toujours des ratios par rapport au cours et au nombre d'actions en circulation. Donc forcément, quand on cote ici sur les 100, par rapport à ce qu'elle faisait avant sur les 300, 200 et quelques, c'est plus intéressant. Et finalement, les résultats mauvais ou moyens, on n'espère même pas des bons, mais seulement moyens, ce serait plutôt acheté, plutôt bien accueilli par le marché parce qu'on valorise assez faiblement actuellement Téléperformance. Il y aura toujours ce doute hein, sur l'IA et la capacité de Téléperformance à intégrer des solutions d'IA pour faire baisser les coûts notamment.
On espère que ce sera hein, le principal, l'une des principales données et que ça se verra aussi dans les chiffres, notamment sur la baisse des coûts hein, sur Téléperformance. Après, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je reste quand même plutôt positif sur cette valeur. Capgemini, donc les résultats hein, largement vendus, on commence à réagir sur le support des 160. C'est le prix bas, le prix juste peut-être sur Capgemini, mais on l'a dit, hein, manque de dynamisme. Ça risque de te construire là un peu pendant pas mal de temps sans véritablement rien faire. Il y a toujours une grosse déception sur cette valeur qui est intéressante, mais bon, les chiffres étaient pas trop emballants non plus. Donc, moyen long terme, je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas hein, que les 156, 150. Ça devrait être racheté, ça devrait construire, mais ça risque d'être chiant et de durer longtemps. Donc, peut-être, si on est vraiment long terme hein, sur la valeur, on la regarde en hebdomadaire. Oui, pas mal de travail ici. On voit même en hebdomadaire, hein, on casse la moyenne à 200 en semaine. Donc, bon, on va plutôt attendre. Alors, pas forcément vendre, pas forcément être contre Capgemini, mais plutôt regarder de loin. Et L'Oréal, alors L'Oréal, plutôt intéressant. Hein, on avait parlé, hop, revient. On avait parlé de L'Oréal dernièrement, notamment pour son canal haussier qu'elle semble faire. Hein. Baisse du luxe, donc été 2024, chute. On passe de 460 à 316. Ça fait combien? Ça fait moins 31%, presque un tiers de la valeur qui s'effondre. Après, qu'est-ce qu'on fait? On commence à rebondir, on met un canal haussier, c'est le canal ici entre les deux obliques blanches, avec, on le voit, cassure d'oblique court terme à partir d'ici, le 2 décembre. Donc à partir du 2 décembre, ça redevient intéressant. On fait la petite progression, on monte, on consolide, on monte, on consolide. Et qu'est-ce qu'on fait? Notamment ici sur le 15 janvier, entre le 15 et le 16, gap haussier, un gap haussier sur lequel on revient le 12 février, le 19, le 20, et c'est racheté. Donc on revient combler le gap, on revient sur support à 332, et on est en train de repartir. On fait la congestion. On est plutôt neutre sur la plupart des indicateurs, donc ça semble quand même prendre le chemin d'une remontée. Là aussi, on l'avait dit, ça risquait de prendre du temps. Hein. On ne fera pas des reprises en V sur L'Oréal, mais une reprise comme ça, avec une petite montée, une consolidation, une montée, une consolidation. Mais bon, au fil du temps, au fil des mois, ça devrait performer. Peut-être que sur des résultats, sur une annonce quelconque, on aura une grosse rentrée de volume et un changement de tendance vraiment fort pour L'Oréal pour confirmer cette dynamique. Mais pour moi, sur L'Oréal, on est plutôt sur un point bas qu'il faudrait acheter. Hein. 316, 327, 335, ça monte petit à petit et ça me semble intéressant. Airbus, la suite des résultats hein, vendus, mais on l'a dit, hein, sur Airbus, ça sera racheté sur les 148 ou 153. Donc, si on est moyen long terme, on fait rien. On peut renforcer éventuellement sur des rebonds qui vont arriver. Voilà. Pas de gros changements sur les autres valeurs. Hein. On va parler juste pour revenir sur quelques valeurs du portefeuille, notamment de CRSI hein, qui est en train de confirmer. Alors, on a un plus haut qui est plus bas que les derniers plus hauts. Ça m'embête un peu, mais on a quand même toujours de gros volumes, des gros chandeliers, de la force. Donc, moi, j'espère toujours aller au-delà des 5,50 et un peu plus parce que ce qu'on a mis là, hein, ce qu'on a mis en place, je pense que ce serait dommage de se contenter des 5,16 € et de se priver d'un potentiel 6, peut-être 6 euros. Quand on voit des choses comme ça, il faut, je pense, être un peu gourmand. Donc on va rester, on verra forcément volatilité. Hein. Peut-être que demain, on va tout perdre, on va tout gagner après le surlendemain. Mais c'est des configs qu'il faut jouer et qui méritent de s'acheter ou de rester hein, pour aller jouer les plus hauts. Alibaba qui continue, la Chine. On va reparler de la Chine prochainement. Hein. Je ferai peut-être un autre point sur la Chine parce qu'on voit que c'est
pas mal en train de bouger, notamment de la part des banques centrales chinoises. Alibaba, toujours, boum. Alors moi, j'avais allégé avant les résultats, je voulais pas prendre de risques, j'ai sécurisé une partie. Il m'en reste quand même j'ai fait à peu près la moitié hein, sur Alibaba. Je regrette pas, hein, de toute façon, faut, faut sécuriser toujours une partie de ses gains. Et, euh, et la suite sur Alibaba, on le voit, le chandelier de résultats ici, qui avait été acheté, mais qui était pas exceptionnel parce qu'on fait chandelier rouge avec mèche haute, mèche basse, mais aujourd'hui on confirme, on continue, donc ça continue de progresser sur Alibaba, toujours pas de signal de vente. Alors on est quand même en surachat depuis le 10 février, hein, ça arrête pas, donc grosse perf. On l'avait dit, les 120 c'était l'objectif court terme, c'est pour ça que j'avais vendu une partie, et l'objectif maintenant moyen terme autour des 156, hein, 156, 177, on voit la zone ici, voilà la patate, la force de la dynamique sur Alibaba, c'est impressionnant. Hein, là, pour le coup, même les techs, elles font pas ça. Donc, vraiment, un gros potentiel sur Alibaba. Donc, quand ça part en torche comme ça, on reste un peu le plus longtemps possible. Alors, forcément, les retours vont être aussi au prorata et les moins 5, moins 6, moins 10, ça ne vaudra pas dire grand-chose forcément parce que ça sera uniquement de la volatilité. Mais oui, à moyen terme, hein, c'est la zone qu'on va jouer sur Alibaba. Et on n'oublie pas non plus de prendre ses bénéfices à un moment ou un autre, au moins une partie. Alphabet, il y a encore des annonces hein, de l'Union européenne pour des possibles. Alors, c'était pas fraude, c'était des ententes anti. C'était pas sur le monopole, mais je crois que sur les traitements de données. Enfin, j'ai lu ça rapidement. Mais comme d'habitude, il y a toujours hein, sur les gros des États ou des enquêtes hein, qui finalement donnent pas forcément grand-chose. Donc je pense que c'est pas plus important que ça. Il y a toujours l'enquête notamment pour le démantèlement et pour la position dominante ça c'est plus important quand même sur Alphabet. Mais on le voit, ça handicape pas tellement le cours. Donc toujours plutôt positif hein, à long terme sur cette belle valeur. BYD, toujours la Chine hein, qui continue, là aussi ça part en torche hein, sur les valeurs chinoises, donc il faut essayer de rester. C'est les ventes de véhicules électriques et hybrides. Sur Xpeng c'est pareil, hein, ça performe bien. Sur Xpeng on est dans la zone où on peut commencer peut-être à mettre des stops ou à prendre une partie de ses bénéfices. Et je voulais voir... Imeris, on avait parlé, hein, Imeris qui est en train de confirmer au-dessus de la moyenne à 200. On avait fait un échec sur moyenne à 200 hier sur les résultats et on confirme aujourd'hui au-dessus. Alors on a toujours cette résistance à 31,2 mais là beaucoup de volume. On a cassé l'oblique ici j'aurais pu la mettre en rouge, hein, l'oblique de court terme de résistance avec, on le voit, hein, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points d'impact. Et puis boum, on casse avec le gap. Donc il y a une belle dynamique hein, sur Imeris à jouer, et éventuellement une OPA. Ça peut être intéressant. Et avant les valeurs abonnées... Ah ouais, je voulais parler aussi de Ribert. Ribert qui me semble intéressante. Pourquoi ? Donc c'est notre spécialiste français hein, sur les semi-conducteurs notamment, et par rapport à des valeurs comme Swatec ou STM, moi je préfère Ribert, vraiment. Alors c'est une petite valeur, mais on le voit largement haussière ces dernières années, hein, et notamment ici à partir de juin 2023, janvier 2024, où vraiment on va exploser. Et là dernièrement, bon, il y a eu beaucoup de volume, on est monté un peu haut. Mais on voit qu'on ne rend pas tellement. On est dans un début de consolidation dans ce canal, et on pourrait peut-être déjà en sortir. Hein. On l'a vu hier. Moi, j'avais noté ici les 3,39 sur Ribert. Parce qu'on le voit, on revient dessus. C'est vraiment quelque chose où on va taper un peu les résistances ou les supports hein, sur Ribert. On rebondit dessus. Là, c'est pareil, on casse. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cassé ? On rebondit. On fait échec le 4 février, on fait échec le 5, on fait échec le 6, on y revient, et cette fois on s'en sert comme support. Donc vraiment une zone intéressante, les 3,39, corrélé en plus à l'oblique court terme ici, hein, sur les plus hauts, qu'on est en train de travailler et de casser.
On rajoute à ça la MACD avec l'inversion de tendance. Alors on n'est pas en territoire négatif, mais on est revenu sur les zéros et on revoit les histo verts à nouveau, l'inversion de tendance. Donc le court terme plutôt favorable pour un rebond maintenant. Les volumes sont toujours là. Alors on n'a pas des volumes stratosphériques comme on a connu avant, mais par rapport à ce qui se faisait, on le voit, on est quand même dans des volumes plus importants. Et ce qui me plaît, ouais, c'est ce petit rebond là au-delà des 3 et surtout au-delà des 3,39 qui est en train de se faire. Donc sur Ribert, il y a peut-être quelque chose à jouer et une position à prendre pour continuer la hausse. Là aussi, un résultat d'NVIDIA qui vont peut-être impacter pas mal. Il y a BE Semiconducteur aussi dans le lot. Ça pourrait bien bouger la semaine prochaine. Peut-être se placer avant pour jouer la phase de rebond. Alors Tencent, ça faisait partie des valeurs chinoises que j'avais aussi. J'ai vendu Tencent. Ça reste haussier là aussi, comme sur beaucoup de valeurs chinoises qui sont parties un peu en torche. C'est favorable. Maintenant, il faut prendre ses bénéfices et choisir un peu ses valeurs. Ça reste haussier, on le voit, mais on a fait quand même une progression quand même super importante sur Tencent, plus 43% en un mois. Donc là aussi, on fait pas des. Alors, on a déjà connu des progressions, on le voit ici. On a fait du 112%, donc c'est pas impossible non plus, mais faut arbitrer. Et puis, je voulais acheter autre chose aussi, donc, mais la valeur reste haussière. Attention à la petite conso, éventuellement un retour sur les 62 pourrait s'acheter sur Tencent Holding. Un petit point sur Tesla. Pour moi, on est toujours dans la zone ici d'achat pré-cassure d'oblique qui va donner la dynamique et une nouvelle dynamique haussière au titre. Moi j'ai rentré, alors je pyramiderai sûrement une position, je suis déjà rentré une première fois, je vais peut-être rentrer une deuxième fois. On a déjà cassé l'oblique RSI, ce qui est plutôt pas mal, on est en territoire négatif niveau MACD, on a frôlé l'inversion de tendance hier, mais on sent qu'on n'est pas loin, il n'y a plus tellement de vendeurs. La volatilité est assez basse, on a frôlé le support à 313, donc ce qui peut se faire sur Tesla, c'est tout ce travail ici, avant de casser et là de repartir. Moi, c'est ça que je joue sur Tesla. Donc, déjà une première position. Et puis, peut-être sur cassure d'oblique, une deuxième position quand ça arrivera, si ça arrive. Mais on sent que c'est en train de se mettre en place. On espère aussi garder les 313 parce que si on revient sur les 313 et qu'on casse, attention. Et puis on va faire les valeurs abonnées avec. Accor, on en avait déjà parlé. Les résultats, on va un peu survendu parce que c'était plutôt largement bon. Donc je pense que ça se rachètera aussi. Attendre un peu la fin des prises de bénéfices sur Accor et ça devrait repartir. Clarion, on avait parlé aussi. Coinbase, spécialiste dans les crypto-monnaies, un peu toutes, je crois. Je crois qu'ils font pas que Bitcoin. C'est un peu, ouais, c'est tout l'écosystème, les principales, mais pas que. Et on a sur Coinbase donc plutôt une belle séquence. Alors là aussi, ce sera à voir et à corréler avec la force du Bitcoin et probablement l'envolée des prix du Bitcoin, mais on peut voir cette consolidation. Et j'avais noté 3 points peut-être intéressants, avec le premier ici, début mars, avec le retour sur la moyenne à 200 qui peut être intéressant, et donc refaire démarrer le titre. Ou alors le deuxième point, si ça se fait pas, c'est le retour sur support. Le support à 206, on le voit, 206, c'était la zone ici de rebond technique au mois de mars 2022. Support résistance printemps-été 2024. On a fait que ça, 206, support, hop, résistance. Donc vraiment une zone clé qui pourrait permettre aussi de repartir. Ou alors le comblage de gap ici, un peu en dessous. Alors c'est quasiment la même zone, 198.
Mais bon, on se dit que si on casse le support, on a cette zone-là un peu plus bas à aller jouer sur Coinbase. Donc c'est les différents scénarios éventuellement à anticiper ou attendre la cassure d'oblique. Hein, c'est selon. On surveillera évidemment les indicateurs. Ça permet toujours d'aider et de voir un peu mieux où va la valeur Eaton. Alors Eaton aussi impliqué hein, dans les data centers. Donc on a le creux DeepSeek ici. Et la réaction de rebond est un peu moins forte que sur d'autres. Maintenant, quand on regarde le graphe, il est plutôt super joli, le graphe d'Eaton. Hein. Ça monte, ça fait que monter. On était à, creux Covid, 50 $. Aujourd'hui, on a frôlé les 400. On est à 300 quasiment aujourd'hui. Alors, le gros creux, moyenne à 200, rebond technique, moyenne à 200, échec. Derrière, on baisse. Mais on a notre support sur lequel on a méché à 297. On le voit, c'est cette zone-là, hein, bien travaillée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà le tenir, si on y revient, rebondir, revenir sur la moyenne à 200 et casser la moyenne à 200. Et là, on sera je pense, bon. Donc, c'est probablement pas mal de travail. Alors, ça peut se faire en 3-4 jours. Ça peut se faire aussi en 3-4 semaines ou plus. Attendre hein, la confirmation qu'on ait un peu de vert, notamment au niveau MACD, qu'on casse la moyenne à 20. Et là, on pourrait peut-être anticiper le rebond technique. Moulin Vest. On avait déjà fait Moulin Vest, je crois. Ouais, avec la cassure ici. On est en train de travailler hein, l'oblique, mais on ne la casse pas pour l'instant l'oblique. Mais ça reste toujours plutôt positif. Il faudra attendre quand même la confirmation. Et les volumes font peur. Nike. Réaction de Nike sur des plus bas hein, et des niveaux support, des niveaux de gap à 68,97, donc 69 $. On a tenu les 69, mais la tendance, elle reste toujours franchement dégueulasse. Hein. Adidas, ils ont mieux géré, notamment avec leur marketing un peu vintage, qui a mieux marché. Nike, ils n'y arrivent pas. Même Puma, je crois, était meilleur. Est-ce qu'on a envie de jouer Nike actuellement? Non. Il faudrait avoir techniquement des meilleures zones, des meilleurs indicateurs d'entrée, parce que là, il y a franchement rien qui donne envie de rentrer sur Nike. Hein, à part jouer le support ici sur les 70, on est sur les 76. On va certainement faire un échec sur moyenne à 200 bientôt et revenir en bas. On verra si on arrive à la casser une deuxième fois. Aux immunos, alors, comme souvent, les valeurs un peu biotech comme ça, c'est énormément corrélé aux annonces, plus que les autres valeurs. Hein. Donc sur Osimmuno, ça peut pumper assez rapidement. J'ai pas suivi le catalogue hein, sur Osimmuno. Attends, on a eu une grosse baisse quand même sur les 11. Hein. C'est toujours assez volatile. Hop, on a perdu quasiment 50% par rapport au plus haut. Retour sur moyenne à 200. Réaction, rebond, échec sur moyenne à 200. Donc on n'est pas terrible. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on rend finalement assez peu. Donc là aussi, ce qu'on peut espérer, c'est peut-être un travail ici et un nouveau redémarrage. Il y a eu quelques pics de volume ici, notamment hein, sur les plus bas. Donc c'est pas impossible de retrouver le cours. Mais je connais pas assez aux immunos. J'ai pas suivi dernièrement, donc je sais pas. Les phases 2, phase 3 qui avaient été faits ou les partenariats qu'ils ont. Mettez-le en commentaire hein, si vous suivez mieux le dossier que moi. Ça peut éventuellement se rejouer. Palantir. Alors Palantir, le graphe est impressionnant. Hein, gap haussier, mais que des gaps haussiers quasiment sur résultat à chaque fois. On a un écart, alors maintenant ça s'est un peu réduit, mais on avait un écart avec la moyenne à 200 de 158%. Et on a surtout sur Palantir, alors attention, hein, si vous êtes un peu fragile, ne regardez pas. Le PER, 516. Donc là, les bancaires, elles se disent, on a le droit d'avoir des PER supérieurs à 10. C'est n'importe quoi. Hein. On voit l'industrie à 32.
516, ça continue de monter, mais le problème sur Palantir, et on en a parlé notamment au début des vidéos en macro, c'est le possible ralentissement des États-Unis. Et Palantir, alors forcément impacté par le ralentissement, et pourquoi peut-être plus que les autres? Parce qu'ils ont beaucoup de contrats, notamment gouvernementaux. Alors là aussi, il y a peut-être une incertitude, c'est est-ce que les coupes budgétaires vont s'appliquer à tous les secteurs, ou est-ce qu'on va avoir des secteurs privilégiés qui vont pas être trop sanctionnés, et potentiellement Palantir qui travaille avec le FBI, qui est avec la défense américaine, est-ce que ces budgets-là vont être maintenus ou vont être un peu rabotés? Donc il y a une petite incertitude à ce niveau-là. En plus du fait qu'on a des PER complètement délirants. On le voit, hein, niveau, alors la MACD, là, elle est partie sur la Lune. On a un peu enfoncé quand même la dynamique là, mais sur ces valeurs-là, on disait la même chose il y a 3 mois, elle est repartie. Euh, je pense que ça commence à faire beaucoup quand même sur Palantir des niveaux de PER à ce niveau-là. À un moment, on va avoir une grosse correction. Et je pense que c'est trop risqué de jouer, sauf à court terme. On avait parlé du gap haussier, éventuellement de se placer en court terme pour jouer la continuation, mais en montant les stops, c'était ça la tactique, et qu'on pouvait jouer, hein, et on montait les stops et on se serait fait sortir ici, hein, le 19 février, parce qu'on montait, on le mettait après au plus bas de la veille, et ainsi de suite. Celui-là, éventuellement, on le gardait, on montait, et puis là, on se faisait sortir sur les 116 ou les 119 en gros. Mais là c'est compliqué, hein, inversion de tendance, non, plutôt attendre la fin sur Palantir de la baisse, voir comment est le marché. Alors il y a beaucoup de valeurs, et je ferai peut-être une autre vidéo sur une autre valeur qui est intéressante sur ce secteur-là. Mais ça commence à faire trop là, les achats. Alors toujours trop, on peut toujours continuer à monter et avoir des PER à 1000, hein, une fois qu'on a dépassé les limites, pourquoi pas, mais moi j'ai pas envie de rentrer là-dessus. Squirrel Media, on en avait parlé j'avais fait quelques vidéos, il faudrait que je le refasse, j'ai eu assez peu de temps les week-ends précédents, mais notamment sur les valeurs long terme à acheter, c'est-à-dire on regarde un peu les fondamentaux, on regarde un peu moins le technique, et finalement ces valeurs-là peuvent être intéressantes à acheter, donc c'est plutôt des valeurs qu'on va regarder en long terme. On regarde les fondamentaux, on regarde la macro, et pourquoi il peut y avoir un retournement? Parce qu'elle est probablement sous-valorisée. C'est ce qu'on avait fait sur Squirrel Media. J'avais dû le faire ici, autour du 4 octobre environ. Donc on avait donné ici un point d'entrée sur les 1,44. Et on le voit, hein, ça baissait. Mais à court terme, on regarde pas, on regarde moins le graphique, on regarde plus les fondamentaux, et on voit une sous-valorisation. Et finalement, Squirrel Media, elle a continué de baisser, elle a pris environ moins 17%, et puis un début de réaction, des volumes, notamment au début de l'année, boum, on revient sur la moyenne à 200, beaucoup de volatilité, et puis on a cassé la moyenne à 200 et les 1,50, et puis encore des rentrées de volume dernièrement, et on tape les 1,79, donc là l'objectif court terme il est atteint, mais comme on l'a dit, hein, c'est plutôt une valeur long terme. Moi j'avais fait la vidéo et l'analyse sur du long terme, donc éventuellement, hein, si on était rentré par exemple ici au début d'année pour jouer les 1,80, on sort. Maintenant, si on joue le long terme, on va jouer plutôt les 2,80, hein, les 3, et puis le véritable retournement sur Squirrel Media. Donc si on ne croit pas à la valeur, on ne s'investit pas, mais si on est long terme et qu'on aime les fondamentaux, vous regarderez éventuellement, hein, la vidéo. Il faut rester, je pense, hein, pour jouer la zone entre les 2,10 et les 3, voire mieux. Steph, on l'avait déjà fait, toujours favorable. Total, on l'avait déjà fait aussi. On n'arrive pas à passer la moyenne à 200. Et Viridien, c'est pas mal. Moi, je la surveille, Viridien. Notamment sur l'exploration, hein, et les aides pour les productions minières, hein, les explorations, alors pas minières, pétrolières, pardon. Donc Viridien, elle est un peu en plein boom depuis le retour des pétrolières. On le voit, hein, depuis
Octobre-novembre et surtout le 5 novembre, élection de Donald Trump, ça revient. Moyenne à 200, échec, moyenne à 200, on casse. On va chercher un plus haut quasiment ici sur les 63. Plus haut récent, hop, échec. Derrière, petite conso. Et on voit la consolidation assez faible. C'est pas des gros chandeliers, des grosses baisses, non, c'est une conso, c'est racheté, ça consolide, c'est racheté, ça consolide, c'est racheté, et finalement on fait plus rien. L'oblique court terme peut-être à racheter, hein. On le voit, niveau MACD, cassure. Donc la semaine prochaine, on aura peut-être un point d'entrée intéressant pour rentrer. Alors j'aurais bien aimé qu'on vienne taper un peu sous les Bollinger, hein. Quand on vient taper un peu ici le bas, généralement on va taper après le haut. Donc peut-être aller chercher des stops là qui doivent. Il doit y avoir pas mal de stops, hein, sur Viridien autour des 53,2, 53 par là. Donc si on a un grand chandelier rouge et puis que le lendemain on a un gros chandelier vert de rachat, là il faudra se placer parce que ça va bien monter. Donc si on a ce genre de choses et puis boum, le lendemain gros signal d'achat parce que derrière ça va monter comme ça. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les valeurs que vous suivez, les questions si vous en avez. J'y répondrai. Bon trade, à plus.